L'inquiétude pour Paul Van den Boynens. Où a disparu l'ancien Premier ministre belge? La réponse est peut-être dans sa propre vie. L'opéra dans tous ses états. Personne ne veut céder à propos de la Bastille. C'est le président de la République qui devrait trancher. Les affaires se transforment en violente polémique. Édouard Balladur, l'ancien ministre de l'économie, contre-attaque sur le thème des noyaux durs. L'enseignement examiné à la loupe. À partir de demain, Lionel Jospin, le ministre, reçoit tous les partenaires, les uns après les autres. Avoriaz sous le signe des petites bêtes au festival du film fantastique. L'animal est roi, une fois encore. Bonsoir, et tout d'abord, l'affaire Van den Boynens. Cet après-midi, les battues ont été interrompues vers 19 h, mais toutes les polices de Belgique continuent de rechercher l'ancien Premier ministre belge. Monsieur Van den Boynens a disparu samedi soir, devant son domicile. Dans les heures qui ont suivi, deux organisations inconnues ont revendiqué un hypothétique enlèvement. Isabelle Bechler, notre envoyée spéciale, est à Bruxelles. Une centaine d'enquêteurs qui travaillent depuis hier matin à élucider la disparition de l'ancien Premier ministre belge. Aucune hypothèse n'est à écarter. En effet, personne ici ne connaît les brigades socialistes révolutionnaires qui ont revendiqué l'enlèvement avant que l'information ne soit publique. N'importe qui pourrait se cacher derrière cette appellation, pas seulement un groupe politique ou terroriste, mais aussi, par exemple, un rival en affaires ou bien des malfaiteurs aux intentions crapuleuses. Ce que l'on sait, c'est que l'ancien Premier ministre avait reçu des menaces ces derniers temps et qu'il devait rencontrer aujourd'hui le ministre de l'Intérieur. D'un côté, j'étais assez surpris qu'il me demande rendez-vous. De l'autre côté, je dis qu'il a dû estimer lui-même qu'il n'y avait pas le feu. Parce que si entre le jeudi et le lundi, il avait laissé 4 jours, c'est que ce n'est pas parce que moi je n'aurais pas voulu le recevoir plus tôt. Donc, ce qu'il a dû considérer quand même que ce n'était pas si urgent que cela. C'était un homme d'envergure que vous respectiez, malgré les accidents avec la justice qu'il a eus. Vous savez, rien de ce qui est humain ne lui était étranger, sans doute. Cet après-midi, sur la foi d'un coup de téléphone anonyme, l'armée a fouillé les 17 hectares du bois de Beaudour, près de Mons, sans succès. Oui, et ce qui rend l'affaire plus compliquée, c'est que la vie de M. Van den Boynens a été bien agitée. Son nom a été mêlé à plusieurs scandales politico-financiers. Il avait été accusé, par exemple, de fraude fiscale. Et à cause de cela, il avait même dû renoncer à la mairie de Bruxelles très récemment. Hervé Brusini a retracé les étapes de cette vie politique mouvementée. J'ai informé le Premier ministre de ma décision de ne pas soumettre à Sa Majesté le Roi ma candidature au poste de bourgmestre à Bruxelles. Car le scandale avait été le plus fort. Paul Van den Boynens, homme politique très populaire, là-bas on l'appelle VDB, se retrouvait impliqué dans une affaire de pot de vin. 2 ans auparavant déjà, la justice l'avait condamné à une forte amende et 3 ans de prison avec sursis. Cette fois, il s'agissait de société fictive. Il y a des centaines de preuves dans le dossier, avait dit le président du tribunal bruxellois, pour ajouter « Vous êtes un fraudeur fiscal, viscéral et invétéré ». Mais Van den Boynens ne devait pas se laisser abattre. 2 fois Premier ministre, 5 fois membre du gouvernement, ce social-chrétien repartait à l'assaut de la mairie de Bruxelles. Le tollé, l'indignation générale ne l'ont pourtant pas permis d'aller au bout de cette ambition. Celui que l'on surnomme le crocodile a donc eu une carrière politique des plus mouvementées. Une carrière qui n'ignorait pas, tant s'en faut, le monde du business. Cela aussi fait partie des pistes actuellement explorées par les enquêteurs. Le feuilleton de l'Opéra Bastille, il tourne à la cacophonie. Aujourd'hui, tous les protagonistes en appellent au président de la République. Alors d'un côté, il y a Barenboim, le chef d'orchestre prestigieux, qui vient d'être remercié. Il dit que les artistes sont solidaires avec lui et que l'opéra ne peut pas être dirigé par le PDG d'une maison de couture. Et puis de l'autre côté, il y a ce PDG, c'est Pierre Berger, qui explique lui que si Barenboim a agi comme cela, c'est uniquement pour une question de gros sous. Georges Bégou. Opéra, opéra, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence. Aujourd'hui, folle journée des ténors, on pousse les contrutes. À midi, conférence de presse de Daniel Barenboim, limogé, il met en cause l'honneur et la compétence de Pierre Berger. Il est inadmissible qu'on tolère en public de mensonges, de mi-vérités
la mauvaise foi, mais surtout de l'incompétence quand il s'agit d'un projet culturel d'une importance universelle. À 13h, Pierre Berger a d'autres arguments. Ce n'est pas une affaire politique, pas du tout. C'est simplement une affaire d'argent. Et en effet, dans cette corbeille, j'ai été très heureux de trouver M. Daniel Barenboim en arrivant à la présidence des Opéras de Paris au mois de septembre. On m'a dit, regardons de plus près, malheureusement, j'ai trouvé un contrat. Et ce contrat accorde à M. Barenboim plus de 7 millions de francs, 700 millions de centimes. Alors moi, je veux bien tout ce qu'on veut. Et je veux bien que Daniel Barenboim, tout à l'heure, d'une manière qui croit à droite, dise que le président d'une maison de couture n'est pas là pour parler d'opéra. Mais je ne suis pas du tout là pour parler d'opéra. Je suis là pour gérer l'opéra. Gérer bien sûr, mais quand on aime, on ne compte pas, et les grands professionnels comme Patrice Chéreau, homme de gauche bon teint, solidaire de Barenboim, ne partagent pas cette analyse. Je n'attendais pas ça de ce gouvernement-là, je n'attendais pas ça d'un gouvernement auquel j'ai pu croire, je n'attendais pas ça de gens auxquels j'ai pu croire, et je n'attendais pas ça de gens dont je partage les idées. Je trouve ça profondément choquant. Ce n'est pas une question d'argent, c'est une question de responsabilité artistique. Puisque c'est devenu un problème politique, c'est aux hommes politiques de choisir ce qu'ils veulent. Le président de la République doit se trouver ce soir dans un conflit cornélien. Cet opéra de la Bastille auquel il tient tant exige un arbitrage entre le cœur et le budget. Et maintenant les affaires avec un grand A et un petit S au bout. En l'espace de 3 jours, on est passé d'une histoire de fraude à la bourse à un grand débat politique. Les affaires s'étaient Péchiné et la Société Générale. Eh bien ce week-end, quelques ténors de la politique se sont emparés du problème pour en faire une polémique idéologique et politique. Alors comment on en est venu là? Voici l'escalade des 4 derniers jours. Roland Sicard. Gros titre, parfum de scandale, d'une opposition qui monte au créneau à un ministre qui accuse, les affaires financières sont devenues des affaires tout court. Des affaires qui, jeudi dernier, ont débouché sur le plan politique. Roger Fauroux sort de l'ombre, dans les colonnes de l'Express puis à la télévision, le ministre de l'Industrie, interrogé sur l'affaire Péchiné, en évoque une autre, celle de la Société Générale, qu'il juge encore plus grave. Elle est grave parce qu'elle pose un problème du rôle d'une institution comme la Caisse des dépôts, c'est tout, mais tout le monde en est bien d'accord. Il faut qu'il y ait un débat, d'ailleurs le débat est largement ouvert, qui s'ouvre sur ce problème. C'est ça que je dis. Péchiné, Société Générale, Roger Fauroux affirmera qu'on l'a mal compris, mais l'affaire est lancée. L'opposition s'en saisit, dénonce l'affairisme. François Mitterrand et Michel Rocard, eux, passent à l'offensive. Le président de la République dénonce les attaques personnelles. Le Premier ministre, dans un communiqué, renvoie l'ascenseur, critique les conditions dans lesquelles la droite a mené la privatisation. Le PS ne tarde pas à lui emboîter le pas. L'État français n'a pas préservé ses intérêts. C'est-à-dire que les sociétés ont été bradées à vil prix, qu'aujourd'hui, au bénéfice de quelques personnes qui sont toutes liées au pouvoir, y compris le beau-frère de M. Balladur, n'est-ce pas? Et tout ça n'a pas été convenable. Les privatisations mises en cause par le PS, et c'est Édouard Balladur qui monte à son tour au créneau. L'ancien ministre des Finances réagit, mais sur un autre registre, c'est une trêve qui est proposée. Prenons d'abord un thème qui me paraît l'essentiel, la moralisation de la vie financière. Les OPA, pour le rôle de la COB. Pourquoi ne peut-on, de façon, si j'ose dire, bipartisane, arriver à un accord là-dessus? D'attaque en contre-attaque, c'est l'ensemble de la classe politique qui se retrouve aujourd'hui dans cette mêlée politico-boursière. Une mêlée qui, à 2 mois des élections municipales, fait plutôt désordre. Ainsi donc, la droite a d'abord attaqué sur le thème de l'affairisme du pouvoir actuel et la gauche a répliqué sur le thème du noyautage de certaines grandes entreprises par la droite et ses amis politiques, en quelque sorte du copinage. Ça, c'est la fameuse affaire des noyaux durs. Rappelez-vous, c'était à l'époque des privatisations, entre 86 et 88, l'un des grands thèmes du gouvernement Chirac. Explication sur ces noyaux durs, Maryse Manot. Comme certaines propriétés privées, les entreprises privatisées par Édouard Balladur dès 86 ont eu besoin de chiens de garde. Pour se protéger des intrus, des acheteurs étrangers par exemple, la garde a été montée sur 20% du territoire minimum. 20% inattaquables qui constituent le noyau dur de l'entreprise.
Ce fut le cas pour Paribas, Havas, CGE, Société Générale et d'autres. Très vite, socialistes et baristes critiquent ces noyaux durs. À leurs yeux, ils ont tous le même air de famille, celui du RPR. Les chiracisations. Il s'est agi de la part de M. Chirac et de ses amis d'une véritable entreprise de vente des trésors nationaux du pays, je veux dire des biens nationaux, des entreprises nationales, de les vendre à des amis. De retour au pouvoir, les socialistes affichent clairement leur intention, en dépit de la lettre de François Mitterrand aux Français, qui promet ni privatisation, ni nationalisation. Eh bien, les noyaux durs, il faut en effet les briser. Ce sera chose faite chez Havas. En revanche, à la Société Générale, c'est l'échec. Au PS, si certains sont prêts à battre en retraite, d'autres, comme Jean-Pierre Chevènement, veulent aller jusqu'au bout. Si on considère que la voie du marché n'est pas la bonne, qu'elle n'est pas transparente, etc., alors soyons francs. Renationalisons. Autre porte de sortie, celle entrouverte par Pierre Bérégovoy, un projet de loi qui rendrait leur liberté aux actionnaires. Alors vous le voyez, de quoi alimenter largement une polémique, mais curieusement, Gilles Leclerc, une polémique qui ressurgit sur des thèmes qu'on croyait définitivement enterrés. Par exemple, les nationalisations dont vient de parler Jean-Pierre Chevènement. Tout à fait. Alors on croyait ce débat vieux et quasiment enterré. Voilà qu'il ressort au milieu de ce climat empoisonné par les affaires. Privatisation, nationalisation, le bien et le mal, ou le mal et le bien, suivant son camp. Mais c'est vrai, la contre-attaque des socialistes s'est bien développée dans cette direction. Une contre-attaque qui peut certes rassurer les militants, mais qui ne se situe pas, on vient de le voir, dans la droite ligne de la lettre aux Français exprimée par François Mitterrand, le président, on s'en souvient, qui s'était montré au cours de la campagne électorale plutôt prudent sur ce chapitre. Et c'est vrai qu'il y a encore en tout cas un débat sur ce sujet chez les socialistes. Oui, il n'y a pas unanimité entre les courants d'abord, entre les ambitions, entre les anciens et les modernes. Il n'y a pas qu'un seul mot d'ordre. Premier débat d'abord, fallait-il ou non, en 86, toucher au dispositif Balladur? Ensuite, second débat, quelle méthode fallait-il employer, la manière forte ou autre chose? En fait, Gilles, tout dépendait du contexte politique. Bien entendu. D'abord, il faut le rappeler, c'est Michel Rocard qui s'est installé à Matignon, où l'on avouait d'ailleurs cet après-midi ne pas prendre au sérieux du tout les pronostics de Jean-Pierre Chevènement. D'autant que malgré les municipales et les retrouvailles avec le Parti communiste, il convient toujours pour le Premier ministre de ne pas effaroucher les centristes. Alors, dénoyautage si besoin, oui, mais il faudra dorénavant beaucoup plus de clarté. Vous le voyez, ce sont bien les problèmes de transparence et de règles du jeu qui sont aujourd'hui à l'ordre du jour. C'est d'ailleurs valable pour la droite comme pour la gauche, à l'heure de l'ouverture du marché unique, où la finance, on le voit bien, risque de prendre encore plus le pas sur tout le reste. Merci Gilles. Et pour clore complètement ce chapitre politique, je vous rappelle que l'invité de l'heure de vérité, aussitôt après le journal, c'est Georges Marchais. Pour Lionel Jospin, c'est une semaine décisive qui commence. Première vraie grande confrontation du ministre de l'Éducation avec le monde de l'enseignement. À partir de demain, il va recevoir toutes les parties prenantes. Thème général, la revalorisation de la fonction d'enseignant. Michel Rocard a lancé la machine en débloquant des crédits. Maintenant, Lionel Jospin va mettre tout cela en pratique. Dominique Laurie. Demain, premier dossier, la rénovation du système scolaire, c'est-à-dire le contenu des enseignements, avec le rééquilibrage des études de lettres par rapport aux mathématiques. L'introduction de l'anglais à l'école primaire. Les rythmes scolaires, il est question de rallonger l'année scolaire, ce qui va réduire d'autant les vacances des enseignants et diminuer la journée de travail des écoliers, journée actuellement de 6 heures, la plus longue d'Europe. 55 organisations participent à ces négociations, parmi elles un représentant de la Fédération indépendante des lycéens. Que nous soyons reçus demain par le ministère de l'Éducation à la table ronde qu'il organise avec tous les partenaires de l'Éducation nationale, pour nous c'est réellement une chose positive. C'est la première fois qu'on le voit. Mercredi, deuxième partie, une négociation bien plus délicate, uniquement avec les syndicats sur la revalorisation de la fonction enseignante. Il s'agit des salaires et du recrutement. Là, les difficultés commencent. Le SNES réclame au minimum 1000 francs d'augmentation pour tous les enseignants. Nous considérons qu'il ne serait pas anormal dans ce pays de porter les salaires de début de carrière à 10 000 francs et les salaires de fin de carrière à plus de 20 000 francs. Pour tous les enseignants? Pour tous les enseignants. Ce qui est impensable compte tenu des 6 milliards déjà débloqués avec difficulté par le gouvernement. La Fédération de l'Éducation nationale, pour sa part, manifeste bien plus de souplesse. Les usagers du système éducatif, les enseignants, les personnels non enseignants du système éducatif,
le pays tout entier attendent que ça réussisse. Personne n'a intérêt à ce que ça échoue. Il faut ajouter, pour être complet, que Lionel Jospin manifeste un sérieux agacement après les déclarations répétées de Michel Rocard, annonçant avant même la négociation le montant de l'enveloppe budgétaire proposée par le gouvernement. Bref, la négociation qui va s'ouvrir demain dans cette salle ne sera pas sans embûche pour Lionel Jospin. Les prix ont augmenté de 3,1% au cours de l'année 88, objectif pratiquement atteint pour le gouvernement de Michel Rocard. Il s'était fixé 3% pour l'année. L'INSEE vient en effet de publier les chiffres provisoires du dernier mois, celui de décembre. En un mois, une hausse de 0,2% qui succède à la hausse de 0,1% en novembre. Des chiffres abstraits, mais qui traduisent en tout cas que l'inflation en France est en ce moment bien ralentie. Attention, demain, certaines de vos agences bancaires seront peut-être fermées. En effet, un mot d'ordre de grève a été lancé par 3 syndicats dans ce secteur. FO, la CFDT et la CFTC. 3 syndicats qui représentent en fait les 3/4 des personnels des banques. Motif de la grève, les salaires et les craintes pour l'emploi. Jean-Pierre Métivet. Après la sidérurgie, Jacques Chérec va-t-il s'occuper des banques? Le ministre de la Reconversion s'inquiète discrètement, semble-t-il, d'une accélération possible de la baisse des effectifs dans les banques. Un risque auquel, curieusement, ceux qui appellent à la grève demain ne croient pas du tout. À l'heure actuelle, on ne peut pas dire qu'on puisse parler de la banque sidérurgie. Ce qui est vrai, c'est que les emplois sont régulièrement supprimés depuis plusieurs années maintenant, dans une moyenne de 1 à 2% l'an. Pourtant, regardez, voici une nouvelle génération de guichets qui encaissent chèques ou liquides. Tout cela sans aucun employé. Là, attention, ce n'est plus l'informatique de papa. Et Antoine Cando, qui était banquier et informaticien, voici 3 mois encore, explique pourquoi. Toutes les activités de conseil qui sont dispensées au guichet des agences de quartier, toutes les activités de conseil classiques sur les crédits à la consommation, les crédits à l'habitat, tout ça peut dès maintenant, dès aujourd'hui, pour peu qu'on veuille investir l'argent nécessaire et surtout pour peu qu'on ait la volonté politique de le faire, ça peut être remplacé en quelques mois par de super petits ordinateurs personnels. Demain, il s'agira d'un test de mobilisation. Si la grève était suivie, les syndicats en envisagent d'autres d'ici le 10 février, date d'une négociation sur les salaires, à laquelle ils aimeraient bien ajouter les problèmes d'emploi. Citroën pris en faute, l'usine d'Aulnay-sous-Blois employait des travailleurs intérimaires, mais pour que ça lui coûte moins cher, elle faisait durer l'intérim beaucoup plus longtemps qu'elle n'en avait le droit. L'inspection du travail a tapé du poing sur la table. Eve Mété, Yann Jiquel, reportage. 50 intérimaires organisés en commando. Un mois que ces jeunes ouvriers qui travaillent chez Citroën font des démarches auprès des sociétés d'intérim qui les emploient pour obtenir le paiement de primes qu'ils jugent leur revenir. Mais cette fois-ci, leur démarche a payé. Alors, il y a 5493 francs 79, 2630 francs 67, ce JK. Donc on a eu un acompte sur le 13e mois, hein, et la prochaine fois on aura tout. Sur la paye du mois de février, on aura tout. Donc là, visiblement, bon, on a gagné, hein, on nous a donné le 13e mois. C'est pas normal qu'on soit forcé de faire des démarches. Aujourd'hui, je devrais être au boulot. Hein, résultat, je suis venu. Si j'ai loupé ma journée, bon, bah, peut-être que lundi, je serai licencié, j'en sais rien. C'est pas normal. Normalement, c'est indu. Ça devrait être mis sur nos fiches de paye d'office. Ça fait 2 ans qu'on nous vole 400 francs sur notre paye tous les mois. Alors nous, on voulait que ça soit régularisé au plus vite. On est contents, merci, c'est fait. L'affaire est réglée. Le code du travail est formel. Les travailleurs temporaires doivent toucher les mêmes salaires et les mêmes primes que les travailleurs permanents de l'entreprise au même poste. Or, ces intérimaires qui travaillent dans l'usine Citroën d'Aulnay se sont aperçus que les primes de fin d'année et de rentrée que perçoivent les permanents Citroën n'étaient pas prises en compte dans le calcul de leur salaire. Les sociétés d'intérim refusent de répondre devant la caméra. C'est la faute de Citroën, disent-elles, qui ne nous a jamais dit que ces permanents touchaient ces primes. Faux, répond Citroën, qui renvoie la balle d'où elle vient. Nous avons demandé aux sociétés d'intérim d'examiner l'ensemble des dossiers concernés et leur avons demandé de régulariser les différentes anomalies qui pouvaient exister. Mais alors comment peut-on expliquer que pendant près de 2 ans, des intérimaires n'aient pas été payés conformément à la loi? Ça, il faudra le demander aux sociétés d'intérim, je dirais, à ce moment-là, parce que
Pour notre part, nous estimons qu'il n'y avait pas de problème de notre côté. Bref, personne ne veut être le père de l'infraction. Pour l'inspection du travail, en revanche, Citroën a bien sa part de responsabilité. L'agence d'intérim ne peut définir le tarif du poste, et si vous voulez, que dans la mesure où l'utilisateur lui donne les éléments, et là l'utilisateur, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice, a une grosse responsabilité puisque c'est elle qui connaît parfaitement le tarif du poste. L'inspection du travail s'occupe aujourd'hui d'un autre problème, le recours massif de Citroën à l'intérim. À l'usine d'Aulnay, sur 5500 ouvriers, 330 sont intérimaires, certains travaillent depuis 22 mois. Au Bangladesh, c'est sans doute une erreur humaine qui est à l'origine de la collision entre deux trains au sud de Dhaka. Le bilan est encore provisoire, mais il est très lourd. Plusieurs centaines de morts et plus de 1000 blessés. Je vous propose maintenant de voir d'autres informations de l'actualité de ce lundi. Michel Monponté. Hier, à Prague, 3000 personnes ont tenté, malgré l'interdiction des autorités, de commémorer le 20e anniversaire du suicide de Jan Palach. Ils ont tout juste eu le temps de crier « Liberté ». Les unités anti-émeutes, très présentes sur les lieux, ont violemment dispersé les manifestants. 80 arrestations, plusieurs dizaines de blessés graves. Jan Palach est mort le 16 janvier 1969 en s'immolant par le feu. Il ne supportait pas de voir son pays vivre sans liberté. C'était il y a 20 ans, c'était hier. Monté Melkonian, le fondateur du mouvement clandestin arménien As-Salah, a été libéré aujourd'hui de la centrale de Poissy. Il y purgeait une peine de 4 ans pour détention d'armes. Il n'a bénéficié d'aucune mesure de grâce. Il sera très vraisemblablement expulsé de France dans les prochaines 24 heures. Édith Cresson et son homologue allemand ont cet après-midi presque effacé la frontière entre les deux pays. Les panneaux classiques de douane ont en effet cédé la place aux panneaux européens. Un fond bleu, étoilé, vaut peut-être mieux entre les deux pays qu'une bande blanche. Que représente le fait d'avoir 20 ans en 1989 ? Eh bien, c'est le thème de toute une série d'enquêtes dans nos journaux cette semaine, en collaboration avec le journal L'Étudiant. Nous vous en parlé ainsi tout au long de la semaine, des jeunes de tous les milieux. Ce soir, portrait d'un ouvrier de 20 ans. Il parle de ses choix, de ses goûts, mais aussi de ses rêves. Monique Atlan. Stéphane Crève a 20 ans. Il travaille à la papeterie de la Seine, il y a d'abord été manutentionnaire. Depuis un mois, il réceptionne les vieux papiers et il vient d'être augmenté. Pour lui, en 89, la priorité, c'est son emploi. Mon but, pour l'instant, pour le mois qui vient, c'est au niveau du boulot, réussir ce que je dois faire, le réussir. Après on verra. Pour l'instant, Stéphane habite toujours chez ses parents. La famille compte beaucoup pour lui, mais s'il rêve d'amour, c'est toujours avec l'ombre portée du sida. Le sida, moi ça me tracasse ce truc-là. Ouais. Ça me tracasse. Pourquoi? Ça fait peur? Ça fait peur, oui. Ça fait peur. J'y pense maintenant, mais quand j'y vais, j'y pense pas, quoi. L'amour. L'amour? Ah. Très belle chose. Très belle chose, l'amour. Mais ça, je préfère pas en parler, parce que ça fait 3 semaines que je suis en... Alors ça... Indifférent à la politique, touché par les problèmes de solidarité, le mot révolution ne le concerne pas. Alors ça m'inspire pas du tout. Alors là, pas du tout. Ouais, non. Alors là, 1789, j'en entends parler depuis quelques mois, mais ça me prend pas du tout. La politique. La politique? Bon, c'est plein de blabla pour pas dire grand-chose. Que ce soit de gauche ou de droite, ils sont tous pareils. J'ai une mauvaise opinion des syndicats. Et puis ils me donnent de plus en plus des mauvaises opinions, par eux-mêmes d'ailleurs. Avec tout ce qui s'est passé il y a quelques semaines, voir que 150 personnes ou 200 personnes puissent bloquer des milliers de personnes à Paris, c'est ridicule. Vous êtes syndiqué vous-même? Non. Moi, ce qui me choque, c'est de voir des fondations style Resto du Cœur. Bon, c'est bien, d'accord, mais je trouve qu'en 1989, comme ça se trouve en l'an 2000, ça va toujours exister, ça ne devrait pas exister. À l'image de sa génération, Stéphane a des rêves sages, de réussite et de bonheur tranquille, juste teintés d'un zeste d'aventure. À quoi je rêve, moi? Oui. Je sais pas.
Je sais pas, faire peut-être le tour du monde. C'est peut-être irréaliste, mais on sait jamais, pourquoi pas. La littérature policière avait son tandem, c'était bien sûr Boileau et Narcejac. Eh bien, il faut dire cela au passé maintenant, car Pierre Boileau est mort à l'âge de 82 ans. Ensemble, Boileau et Narcejac ont publié 43 romans. Ils étaient traduits dans 20 langues. Sylvie Marion. Boileau et Narcejac, les maîtres du suspense. On ne pouvait pas imaginer l'un sans l'autre. Boileau, c'était lui. Et que fera Narcejac sans son complice? Car Boileau, c'était le cerveau du célèbre tandem. C'est lui qui trouvait les idées, les intrigues, ces extravagants et délicieux cauchemars qui nous faisaient oublier nos sales petits cauchemars quotidiens à nous. Narcejac, lui, écrivait. On peut dire que pour chacun des bouquins, il est venu de manière différente. Des fois, c'est un milieu social, une profession, un cadre géographique. Moi, je me rappelle Medrano. Nous sommes allés une fois à Medrano, il y avait une attraction formidable de femmes serpents. On s'est dit, il y a quelque chose à faire, puis on en a fait un livre. C'est lequel? Ça, je m'en souviens pas. Nous, ce dont nous nous souvenons, c'est surtout des deux romans qui sont devenus des chefs-d'œuvre au cinéma, Les Diaboliques de Clouseau et Sueur froide de Hitchcock. Les deux complices venaient de publier Contrat, leur dernier roman aux éditions de Noël, et leurs œuvres complètes dans la collection Bouquins chez Robert Laffont. L'année des animaux pour le cinéma en 88 et 89 commencent sous les mêmes auspices, en tout cas si l'on en croit la tendance du festival du film fantastique d'Avoriaz, festival qui a lieu cette semaine. Il y a eu l'ours, vous le savez, il y a eu le lapin, Roger Rabbit. Eh bien au festival d'Avoriaz, il y a toutes sortes d'animaux parfois plus inquiétants. Et là, on n'hésite pas à aborder les vraies questions. Par exemple, l'homme est-il si différent de l'animal au fond? Jean-Jacques Dufour, Dans les hauteurs et les neiges. La petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte. Décidément, les animaux sont à la mode puisqu'ils sont au centre de 3 films fantastiques présentés cette année à Avoriaz. Pergame de Mario Orfini, c'est un serpent, Baxter de Jérôme Boivin avec un chien et Incident de parcours de Romero avec un singe. Incident de parcours est un film formidable, haletant, qui pose au-delà de l'histoire l'étrange relation unissant un homme et un singe, la question du combat que nous devons mener pour contrôler nos instincts bestiaux. Comment vous avez trouvé? Vous n'avez pas de singe là à côté? Je vous regarde, ah bon, ça va. Et pas de temps. Et pas de temps. Non, beau film. Ah, beau film, et pas de temps, bien scénarisé, bien tourné, bien foutu. Dans cette ambiance, un rien peut affoler. Baxter, premier film du français Jérôme Boivin, met en scène un bull terrier qui pense. Oui, plus vite, plus vite. Oui, vas-y, allez, saute. Plus qu'un film sur les animaux, c'est un film sur les hommes. Le film montre que les hommes peuvent être beaucoup plus féroces et beaucoup plus méchants que certains animaux. Jean, l'échelle, prends-moi l'échelle. Jean, vers l'échelle. Tac, Jean, arrête, go, fais le go, derrière. Vedettarisés, tous ces animaux fantastiques portent légèrement ombrage aux comédiens présents. C'est vrai que les acteurs sont cabots, mais je crois que les animaux nous battent, quoi, il n'y a pas de problème. Reste à espérer que les membres du jury ne seront pas chiens avec ces films-là au moment des récompenses. Demain, il y a un tiercé, c'est à Vincennes. Voici les pronostics de Pierrette Bresse, le 16, le 10, le 14, le 13, le 15, le 9, le 17 et puis le 11. Voilà, dans un instant, la météo de Laurent Cabrol dans le brouillard. Enfin, c'est la météo qui est dans le brouillard, c'est pas Cabrol. Dernier journal, ce sera Henri Sagnier aux environs de minuit. Et puis Télématin, demain, premier journal de la rédaction, 7h dans Télématin, présenté par Marc Hautement et Catherine Sellac. À demain soir, 20h.